Dans les rues humides du Leeds, une femme marche seule. Elle ne sait pas encore qu'elle est observée, qu'un homme invisible aux yeux de tous s'apprête à frapper. Pendant 5 ans, il va tuer, sans être arrêté, interrogé, relâché, encore et encore. Son nom est Peter Sutcliffe, et voici son histoire. Nous sommes au milieu des années 1970. Le nord de l'Angleterre est pauvre, fatigué, sous tension permanente. Les rues sont mal éclairées et les quartiers laissés à l'abandon par les autorités. Puis les corps commencent à apparaître. Des femmes sont retrouvées mutilées, le crâne fracassé et le corps lacéré. Très vite, une peur s'installe, elle n'ose plus sortir seule. Un tueur rôde. Tout commence officiellement le 30 octobre 1975. Ce jour-là, Vilma McCann, 28 ans, est retrouvée assassinée. Elle a été frappée à mort à coups de marteau, puis poignardée. C'est le premier meurtre connu. L'année 1977 marque une nouvelle escalade. Entre avril et mai, 2 autres femmes sont retrouvées mortes, selon un mode opératoire terriblement similaire. Emily Jackson, 42 ans, et Erin Richardson, 28 ans. Toutes deux ont été tuées avec une violence extrême, leur corps sauvagement mutilé. Cette fois, le doute n'est plus permis. La police comprend qu'un même homme est à l'œuvre. Mais 1978 devient l'année de tous les cauchemars, la plus meurtrière. Le 14 janvier 1978, Patricia Atkinson, 32 ans, est retrouvée assassinée dans son propre appartement. Le 23 avril, Vera Millward, 32 ans, est tuée violemment en pleine rue. Le 1er mai, Erin Blenkinsop, 32 ans également, est battue à mort. Et le 17 juin, Maureen Long, 40 ans, est retrouvée mutilée dans un parking. 4 meurtres en quelques mois. Peu à peu, le nord de l'Angleterre bascule dans la panique. Les rues se vident et la peur s'installe dans chaque foyer. Un semblant de calme revient jusqu'au 2 septembre 1979. Ce jour-là, Barbara Leach, 20 ans, est retrouvée morte. Puis le 26 avril 1980, Marguerite Walsh, 47 ans, est poignardée à mort. Enfin, le 10 août 1980, Jacqueline Hill, 20 ans, est retrouvée assassinée à seulement quelques mètres de son domicile. Elle sera alors la dernière victime connue. Très vite, les enquêteurs établissent un lien entre les victimes. Beaucoup de ces femmes sont des travailleuses du sexe. Un détail glaçant s'impose alors. Le tueur agit toujours de la même manière et il frappe, par surprise, souvent avec un marteau, puis il poignarde sauvagement ses victimes. Le mode opératoire est constant, calculé et terrifiant. Et pendant ce temps-là, le tueur continue sa route, presque sans être inquiété. Car pour la police, ces crimes ne sont pas traités comme prioritaires. La raison est aussi choquante que cruelle, la majorité des victimes sont des travailleuses du sexe. Une décision lourde de conséquences. Cette erreur de jugement offre au tueur ce dont il a besoin, du temps. Du temps pour observer, du temps pour frapper à nouveau, du temps pour continuer ses horreurs dans une quasi-impunité. Et chaque retard de l'enquête se paiera au prix du sang. En 1977, soit 1 an après le début des meurtres, les enquêteurs pensent avoir enfin avancé. Ils dressent le profil du tueur. C'est un homme solitaire, probablement en lien avec le milieu des travailleuses du sexe, violent, misogyne et surtout local. Un homme qui connaît parfaitement le Yorkshire, ses rues, ses raccourcis et ses zones d'ombre. Sur le papier, le portrait est cohérent, mais une idée va lentement s'infiltrer dans l'enquête. Une idée fausse, une idée qui va tout contaminer. Les enquêteurs se convainquent que le tueur ne s'en prendrait qu'aux prostituées. À partir de cet instant, leur regard se rétrécit. L'enquête se referme sur elle-même. Chaque femme qui ne correspond pas à ce schéma est écartée trop vite. En 1978, l'enquête prend un tournant aussi spectaculaire que tragique. La police reçoit d'abord une lettre, puis peu après une cassette audio. L'homme qui s'exprime se présente comme le Yorkshire Ripper. Sur l'enregistrement, il se moque ouvertement des enquêteurs, décrit les crimes avec une précision glaçante, mais surtout, il parle avec un accent du nord-est de l'Angleterre. Un détail capital, car cet accent ne correspond pas à celui du Yorkshire. Pour la police, le doute n'existe plus. Ils pensent enfin avoir la voix du tueur, et à partir de ce moment-là, l'enquête bascule. Des milliers de suspects sont écartés.
Les enquêteurs filtrent désormais selon l'accent, la voix et la façon de parler. Un seul homme doit correspondre à ce profil sonore. Et pendant ce temps-là, le véritable tueur passe entre les mailles du filet. Il sera interrogé 9 fois. 9 fois, et il repartira libre. Il vivait pourtant dans la zone, correspondait au profil recherché. Il fréquentait les quartiers ciblés, mais il avait le mauvais accent. Pire encore, des collègues de travail avaient même signalé son comportement. Des témoins affirmaient l'avoir reconnu, mais malgré tout, il est relâché, encore et encore. Ce que la police ignore alors, c'est que la lettre et la cassette de 1978 ne viennent pas du tueur. Il s'agit d'un canular, une manipulation qui a détourné toute l'enquête. Une erreur monumentale que la police ne découvrira que bien trop tard. Les recherches se poursuivent pendant des années jusqu'au 2 janvier 1981. Ce jour-là, lors d'un simple contrôle routier, un détail attire l'attention des policiers. Une plaque d'immatriculation falsifiée. L'homme au volant s'appelle Peter Sutcliffe, il est immédiatement interpellé. Dans sa voiture, les policiers découvrent un marteau, un couteau et des cordes. Cette fois, les preuves parlent d'elles-mêmes. Sans le savoir encore, la police vient de mettre la main sur le Yorkshire Ripper. Mais cette fois, il n'est plus protégé par une cassette audio, ni par un faux accent. Les objets retrouvés s'accumulent et avec eux, les soupçons. Face aux enquêteurs, Peter Sutcliffe se montre étrangement détaché. Il ne panique pas, il répond lentement, sans émotion apparente. Lorsqu'on le confronte aux objets retrouvés dans son véhicule, il n'apporte aucune explication convaincante. Les heures passent, la pression monte, et puis, il cède. Il commencera par avouer un meurtre, puis 2, puis 3, jusqu'à 13. Il décrit chaque crime avec une précision glaçante, les lieux, les attaques, les positions des corps. Des détails que seul le tueur peut connaître. À cet instant, les enquêteurs n'ont plus le moindre doute. Ils ne font plus face à un suspect, ils font face à l'homme qu'ils recherchaient depuis 5 ans. Lors de ses aveux, Peter Sutcliffe n'exprimera aucun regret, aucune émotion. Il parle de ses crimes comme on récite une liste de tâches, froidement, mécaniquement. Il explique alors qu'une voix masculine lui aurait ordonné de tuer, qu'il se sentait investi d'une mission divine. Selon lui, il aurait été choisi par Dieu pour nettoyer les rues. Un discours qui glace les enquêteurs. Au terme des interrogatoires, il reconnaît 13 meurtres et 7 tentatives de meurtre. Les experts psychiatres qualifieront son acte de schizophrénique, mais ils sont formels sur un point essentiel. Peter Sutcliffe était parfaitement capable de planifier, de dissimuler ses crimes et de mener une double vie. Il savait ce qu'il faisait, car derrière le tueur se cachait un homme marié. Le jour, Peter Sutcliffe était un mari attentionné, discret et sans histoire. La nuit, il devenait un prédateur, un tueur méthodique, patient et implacable. Il sera finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa peine sera purgée dans des hôpitaux psychiatriques de haute sécurité. À plusieurs reprises, il tentera de faire réduire sa condamnation, mais toutes ses demandes seront, bien entendu, systématiquement rejetées. Peter Sutcliffe meurt en 2020 à l'âge de 74 ans, des suites du Covid-19. Les aveux de Peter Sutcliffe n'ont pas apporté la paix. Ils ont seulement confirmé une chose. Pendant 5 ans, la mort marchait librement et personne ne l'a arrêté à temps. L'histoire de cet homme nous rappelle que le mal peut se cacher derrière le quotidien et que parfois, il frappe là où on s'y attend le moins. Si vous voulez découvrir d'autres récits glaçants, plongez dans l'ombre des affaires les plus terrifiantes, abonnez-vous et restez avec nous, si vous l'osez.